Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau TEDUC, le premier de l'année 2022. Donc, au nom du département éducation, formation de la Cité des Sciences, meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année qui commence. Je rappelle que les TEDUC sont des événements Universciences, donc organisés par le département éducation, formation de la Cité des Sciences, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et avec le soutien de la MAIF. Avant de commencer ce TEDUC consacré à l'inclusion, un petit rappel, ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement vidéo qui sera mis en ligne sur YouTube dans quelques jours. Donc pour les personnes qui participent à ce TEDUC ce soir, au moment des questions, si vous ne souhaitez pas que votre visage figure sur la vidéo, il faut évidemment ne pas allumer votre caméra et simplement votre micro. Par rapport à l'organisation du temps, on a 45 minutes devant nous pour faire parler et entendre avec plaisir nos invités de ce soir. Puis une demi-heure sera consacrée, donc de 17h45 à 18h15, aux questions, à vos questions. Le principe est le suivant, vous rallumez votre micro ou votre caméra pour poser directement la question aux invités. Vous pouvez aussi utiliser le chat pendant le TEDUC, mais c'est vrai que ça peut gêner aussi l'écoute des uns et des autres. Donc, si c'est une question précise sur une référence, n'hésitez pas à poser la question directement à nos invités. J'en profite également pour vous signaler qu'une synthèse du TEDUC sera disponible avec tous les échanges et les références qui auront été évoquées ce soir sur la page web des TEDUC dans quelques semaines. Et on va pouvoir commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Le thème qui va nous occuper ce soir est l'inclusion à l'école et au musée. On a intitulé volontairement ce TEDUC avec une question. L'inclusion, oui, mais comment ? On va se focaliser principalement ce soir, puisqu'on n'a pas énormément de temps, sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Géraldine Delaforge. Bonsoir. Donc, vous êtes responsable du pôle accessibilité de la Cité des Sciences, Universciences. Bonsoir à vous. Bonsoir. Sylvie Léon, bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation. Vous avez dirigé le département éducation inclusive de l'Institut catholique de Paris et vous êtes désormais rattachée à l'Université de Montréal au Canada. Oui, c'est ça. Voilà. Et Hélène Lima, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, on vous accueille avec grand plaisir ce soir. Vous êtes enseignante en classe Ulysse à Calais depuis 6 ans, je crois. Tout à fait. Voilà. Et Monsieur Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSHEA, vous êtes aussi formateur et vous vous intéressez tout particulièrement au public sourd et à la question des langues. On va pouvoir lancer tout de suite les échanges. Donnons une petite introduction. Alors, comment s'assurer aujourd'hui que chaque élève, quelles que soient ses difficultés ou ses handicaps, puisse prétendre aux mêmes chances de réussite scolaire ? Les différentes législations sur le handicap ont permis de passer ces dernières années d'un concept qu'on pourrait qualifier d'intégration des élèves à celui d'inclusion. Alors, intégrer, c'est faire porter le poids du handicap ou des spécificités ou difficultés de chaque enfant sur l'individu, sur l'enfant lui-même, alors qu'inclure, c'est plutôt délester l'enfant de ce poids pour le faire porter à l'institution en général et en particulier à l'école, mais aussi au musée. On va en parler ce soir. C'est donc aux institutions de s'adapter aujourd'hui pour permettre l'accueil de tous les enfants. Et depuis 2005, on peut le rappeler, tous les établissements scolaires ont la responsabilité de scolariser tous les élèves, quels qu'ils soient. De fait, ces dernières années, on a vu évidemment l'augmentation de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les classes du milieu dit ordinaire, moyennant souvent un accompagnement complémentaire, donc dans des dispositifs spécialisés comme les classes Ulysse ou SECPA, mais aussi par le biais des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui proposent un accompagnement sous forme d'heures individuelles ou collectives. Et aussi, si on s'intéresse à la question des musées, on voit que des efforts sont faits dans le sens de l'inclusion, mais souvent pour une adaptation a posteriori des contenus et pas toujours a priori dès la conception des expositions. Donc à l'arrivée, on se demande évidemment quelle effectivité de cette inclusion et plus précisément peut-être aujourd'hui quels sont les moyens disponibles pour faire de cette inclusion une réalité. Mais aussi, on va se demander ce soir à quelles limites se heurtent les acteurs de la communauté éducative, que ce soit enseignants, parents ou accompagnateurs,
Et c'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite avec nos différents invités. On va peut-être commencer, si vous le souhaitez et si vous le voulez bien, par un petit état des lieux par rapport à l'inclusion des élèves en situation de handicap en France. Sylvie Léon, je souhaitais peut-être vous donner la parole en premier pour vous demander finalement cette inclusion aujourd'hui, est-ce qu'elle est réelle et dans quelle mesure? Alors, c'est vrai que de plus en plus, on tente à inclure des élèves en situation de handicap, puisqu'on se fixe aujourd'hui sur ce thème-là, sachant qu'il y a une politique d'inclusion qui peut être plus large, mais nous en parlerons autrement. La question qu'on peut se poser pour la France, c'est est-ce que la politique et l'action est vraiment une politique d'inclusion ou est-ce que nous n'avons pas encore quelques restes de politique intégrative? Euh, mon, mon regard, je le porte en ayant un regard qui va du Tadjikistan au Canada, en passant un petit peu par l'Europe quand même de temps en temps, et on voit les différences entre ces différents pays, entre ces pays. Bon, je ne vous parle pas du Tadjikistan parce que c'est pas vraiment là où j'aimerais être handicapée, mais je vois au Canada où la question, notamment par rapport à l'Ontario, où la question du handicap et de l'inclusion ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en France. En France, on a une approche assez catégorielle, mais la- l'approche qui est développée en France, c'est aussi celle de l'enseignant qui va se trouver face à ces situations parce que c'est compliqué, il faut le dire. C'est fatigant, il faut le dire. Ça nous demande, j'ai été prof aussi auprès d'élèves sourds, ça demande vraiment à comprendre une autre culture et on est sur des changements sociaux au niveau de l'école très importants. Quels sont les moyens que nous avons à disposition? En France, nous avons des dispositifs qui permettent de faire une décompression, on va le dire, décompression tant pour l'enseignant, mais surtout pour l'élève, parce que la question de l'inclusion, c'est aussi le bien-être de l'élève, c'est aussi, certes, ses apprentissages scolaires, mais on peut dire aussi que la question qui se pose, c'est comment va-t-on lui permettre de participer à la construction du savoir? Comment arrive-t-on à gommer cette impuissance apprise qui est souvent le cas des élèves qui sont en difficulté, qui sont en situation de handicap? Comment aussi arrive-t-on à ne pas faire d'un enfant handicapé un enfant en situation de handicap? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont handicapés, mais qui ne sont pas vraiment en situation de handicap à l'école. Sauf que l'estampillage est là parce qu'il y a une notification MDPH, il y a peut-être des besoins, mais voilà, il y a des enfants qui sont. Enfin, moi, j'avais des élèves sourds. Bah, c'est vrai qu'il y avait besoin de travailler en langue des signes, mais ils étaient brillants, ces élèves. Voilà. Merci, merci Sylvie Léon. Je vais peut-être passer la parole à Hélène Lima ou Cédric Moreau par rapport à cette question que vous avez parlé de l'estampillage. Je pense que c'est une entrée intéressante par rapport au contexte français. Est-ce que justement on est dans une situation, dans un pays où finalement l'approche par catégorie, par étiquette, voire par trouble, quand il s'agit de certaines difficultés scolaires ou de handicap, finalement limite ou empêche l'accueil inclusif des élèves en situation de handicap? Je ne sais pas si Hélène Lima ou Cédric Moreau, vous souhaitez répondre à cette question. Peut-être les deux l'un après l'autre. D'accord, je commence, Cédric. Oui, bah moi je me retrouve tout à fait là-dedans en étant justement donc au cœur d'un dispositif. J'avais justement dans les cahiers pédagogiques écrit un petit article là-dessus parce que quand je suis arrivée il y a 6 ans, on m'a dit c'est toi qui as les Ulysse. Et là, l'estampillage, il était flagrant. Il y avait besoin d'une catégorisation et à la fois, ça rassure mes collègues parce qu'ils vont avoir le soutien certainement d'enseignantes spécialisées que je peux être. Mais par ailleurs, il y a quand même ce côté très catégorisant, parfois dont ils ont du mal, les miens, à sortir, alors qu'en plus, sur mes 13 élèves, j'ai 13 élèves très différents, avec certes des troubles des fonctions cognitives, donc un retard parfois dans l'apprentissage,
mais on a du mal à sortir de ça, aussi bien dans le regard des enseignants que dans le regard aussi des élèves. On peut préciser, c'est que les classes Ulysse aujourd'hui sont elles-mêmes estampillées par catégorie de troubles pour réunir ensemble des élèves qui ont des troubles du même ordre, mais en fait, vous dites que chacun des 13 élèves est singulier finalement. Voilà, tout à fait. Et c'est pour le coup un dispositif et pas une classe. Enfin, je ne vais pas jouer sur les mots, mais c'est très important parce que je suis justement là. Enfin, le dispositif, il est là pour venir en appui et l'élève est dans une classe de référence. Les miens, pour certains, quand l'inclusion fonctionne bien, sont à 80-85% dans leur classe. Donc ça, c'est très important. Mais néanmoins, ils restent sortis de leur classe pour certains enseignements trop difficiles. Et c'est là que j'interviens en tant qu'enseignante spécialisée. Donc cet estampillage, il est quand même là. D'autre part, moi, ce que je constate pour d'autres élèves, pour le coup, qui sont dans le collège, pas dans le dispositif, c'est le besoin de mes collègues d'avoir un diagnostic posé. Et ça, c'est toute la complexité aussi de notre travail, c'est-à-dire que parfois, ils constatent les difficultés, on apporte les solutions, mais il faut quand même avoir ce diagnostic pour prétendre à des aménagements d'examen, alors que finalement, on va dire des adaptations pédagogiques permettent déjà à l'enfant, peu importe quelque part, j'ai envie de vous dire, s'il est 10 ou... L'essentiel, c'est le regard expert que l'on peut mettre. Or, je pense qu'en France, on est effectivement dans une nécessité de poser un diagnostic, donc de catégoriser et dès lors d'appliquer certaines adaptations, alors que l'individualisation reste essentielle. Voilà, je ne sais pas si Cédric Moreau, je vous laisse la parole. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, il faut tenir compte en fait de l'histoire, c'est-à-dire que autrefois, en fait, les enfants étaient scolarisés dans des établissements particuliers, spécifiques, et catégorisés en termes de troubles. Et en fait, on hérite aussi, on hérite de cette histoire, de cette situation-là, avec la difficulté qu'on a à se détacher. On le voit même à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, effectivement, on souhaite rentrer par le besoin, mais si vous regardez, par exemple, les catégories, elles sont en termes de troubles. Et avec vous évoquez quelle catégorie? Par exemple, vous avez la formation KPI, la formation des enseignants, et donc vous avez les troubles qui sont en lien avec justement la vision, enfin tout ce qui est déficience, l'audition, etc. Sachant que par exemple la surdité n'est pas un trouble de l'audition tout le temps, mais de façon à simplifier aussi la lecture, l'approche, la compréhension, on a harmonisé toute une série d'entrées comme ça. Donc effectivement c'est difficile parce que quand vous êtes enseignant, c'est plus facile, et c'est ce qui vient à l'esprit directement, de dire j'ai un enfant sourd devant moi. Ou j'ai un enfant 10, j'ai un enfant déficient visuel, etc. etc. C'est la réaction première. Après, ce qui est de la comparaison avec les autres pays, c'est un peu difficile. Et puis le terme d'inclusion, en fait, ne facilite pas vraiment cette chose-là, puisque vous avez le même terme dans tous les pays, plus ou moins. On retrouve inclusion, mais vous avez un signifié, donc vous avez des définitions qui sont différentes et qui sont propres à chaque pays. Et donc avec une histoire, des cultures qui sont différentes et qui impactent fortement effectivement les réponses qu'on peut donner. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'en France, il y a une certaine contradiction entre le projet d'inclusion et la formation spécialisée, donc le KPI, qui est notamment proposé par l'INSHEA, à laquelle vous appartenez. C'est pas une... si vous voulez, il faut tenir les deux bouts. Il faut à la fois pouvoir parler d'inclusion et parler de spécificité et de besoins spécifiques. Et donc, pour parler de besoins spécifiques, effectivement, c'est plus facile lorsqu'on parle de surdité, on parle de sourd, on est déjà dans un environnement, un paradigme, et on nous plonge dedans, et on peut aussi plus rapidement répondre à cette question-là. Après, le KPI, justement, l'enjeu, c'est aussi de tenter de former des enseignants qui seront à même de répondre à tous les besoins dans le cadre d'une société, d'une école inclusive. Et là aussi, on joue sur les mots, mais les mots sont importants. Tout à l'heure, vous avez parlé d'inclusion, d'intégration. Maintenant, on a plutôt tendance à parler d'adjectiver
le terme société inclusive, école inclusive, etc. Parce que l'inclusion, vous avez toujours cette représentation, vous savez, de la mouche qui est coincée dans l'ambre. Et voilà, et ça ressemble à une impureté au sein de l'ambre, ou au sein. Et vous avez ça et donc la représentation en elle-même, en fait, va jouer sur la réponse. Mais c'est en marche, en fait. Il faut bien voir que l'inclusion, c'est plus une perspective. On tend vers l'inclusion. Oui, donc il y a quelque chose quand même qui a changé peut-être ces 20 dernières années. Sylvie Léon, je vous donne la parole avant de donner la parole peut-être à Géraldine Delaforge sur la question muséale. Mais justement, au Canada, on parle d'une inclusion qui a un autre sens, ou d'une école inclusive dans un autre sens que celle qu'on vise ici en France, en tout cas. Alors, on se réfère beaucoup aux travaux de deux auteurs, dont le nom m'échappe là alors que je ne connais que eux, et qui disent l'inclusion est un processus. Et il commence dès lors qu'on commence quelque chose. C'est Unscrew et Both. Voilà, je retrouve les auteurs. C'est-à-dire que je reprends ce que disait Cédric. L'inclusion, on ne peut pas, en claquant des doigts, la mettre en place. Et effectivement, il faut savoir de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle d'éducation inclusive, de classe inclusive, d'école inclusive, de coéducation, parce que la question de l'inclusion réfère aussi aux parents, hein, dans la coéducation. Mais là, c'est quelque chose d'important. Et si je reviens à ce processus en marche, la construction du CAPEI, le certificat d'aptitude pour l'éducation inclusive, la construction du CAPEI est effectivement très catégorielle actuellement, et tout le travail de l'enseignant va consister à passer du trouble à la difficulté scolaire. Par exemple, tout à l'heure, Cédric parlait des enfants dyslexiques, dyspraxiques. En quoi est-ce que ça impacte la façon scolaire, la pédagogie? Ce n'est pas tellement le trouble, c'est le fait que l'école est actuellement beaucoup basée sur l'écrit. Est-ce que du coup, on peut voir non pas ce trouble, mais cette difficulté scolaire qui apparaît? Et toute la difficulté actuellement en France, elle est là, elle est dans ce passage. C'est très lent. Mais je vais beaucoup sur le terrain et je peux vous assurer que les enseignants bossent énormément pour que petit à petit, l'éducation inclusive se mette en place. Géraldine Delaforge, alors est-ce que ces questions, évidemment, elles se posent aussi dans un grand musée comme la Cité des Sciences? Vous avez la chance donc de diriger le pôle accessibilité. C'est une équipe de 8 personnes quand même, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui y travaillent, mais peut-être par rapport au contenu de la Cité, c'est toujours, on peut dire que c'est toujours assez peu. Quelles questions vous vous posez? C'est-à-dire que justement, est-ce que là aussi, il s'agit de partir des troubles pour ensuite se demander comment, dans une appréhension de visite scolaire ou familiale, il va y avoir ou pas une difficulté pour les enfants? C'est ce trajet-là aussi que vous faites dans votre équipe? Alors l'idée, c'est évidemment que tous les publics soient les bienvenus et la capacité d'avoir un contenu identique, alors ce n'est pas forcément le même, mais en tout cas équivalent pour tout le monde, et une expérience équivalente pour tout le monde. Parce que si on vient juste pour avoir du contenu dans un musée, on veut aussi, il y a l'expérience muséale. Est-ce que ça va être quelque chose d'immersif? Est-ce que ça va être du jeu? Est-ce que ça va être... Et puis, il y a tout l'aspect sociabilisation. On ne vient pas tout seul. Alors, il y en a qui viennent tout seuls dans un musée pour faire les choses, mais on vient aussi avec ses camarades de classe, avec sa famille, avec ses amis, et on veut partager la même chose au même moment et équivalent. Et c'est vraiment dans ce but-là que toute l'équipe travaille. Il est évidemment hors de question d'exclure ou même de mettre à part, d'avoir des dispositifs spécifiques à part. Donc, tous nos dispositifs sont à l'intérieur des mêmes expos, au même endroit, et on va osciller entre eux. Alors, nous, on fait une petite différence entre, peut-être avec d'autres, encore une autre définition de l'intégration et de l'inclusion, entre du spécifique, mais intégré au même endroit, au même moment. Ça va être le cas pour le braille, pour la langue des signes. Seuls les braillistes vont lire le braille, mais il sera mis
au même endroit, au même moment, et ils pourront le faire en même temps que la personne qui va lire le texte. Et puis, on essaye d'avoir de plus en plus de dispositifs inclusifs qui sont les mêmes pour tout le monde. Et plutôt que de s'arrêter aux incapacités des uns et des autres, on va plutôt s'appuyer sur les capacités des uns et des autres pour, par exemple, mettre ce qu'on appelle les murmurants pour les déficients visuels. C'est un équivalent sonore, alors à la fois un édito ou du contenu qu'on peut écouter au casque. Mais ça va servir évidemment aux personnes déficientes visuelles. Ça va servir à toutes les personnes qui ont un accès compliqué à la lecture ou parce que, pour toutes les raisons qu'il peut y avoir. Ça va aussi servir à moi le jour où j'ai oublié mes lunettes et en vieillissant, j'en ai besoin et que finalement, j'arrive pas à lire le texte, ou juste le jour où j'ai pas envie de lire. Et en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de proposer dans toutes nos expositions, mais aussi dans les événements, dans les médiations, de proposer un peu une approche, si possible, alors on n'y arrive pas toujours, hein, multisensorielle, où on va s'appuyer sur les différents canaux sensoriels et chacun va aller puiser selon ses besoins. Alors ça, c'est un monde parfait, hein, je ne dis pas qu'on y arrive sur tout, mais c'est vraiment l'idée de proposer une approche une offre où chacun va pouvoir aller puiser ce qui lui correspond à lui, parce que c'est aussi quelque chose dont on se rend compte, hein, c'est qu'une personne qui va y avoir, on a presque une spécificité par personne. Deux personnes qui vont avoir un handicap mental n'auront pas forcément exactement les mêmes besoins. La déficience visuelle, il y a ceux qui vont s'appuyer un peu sur le reste qu'ils ont de vue, d'autres qui vont complètement passer avec le tactile. Enfin, donc on essaye d'avoir une approche comme ça un peu hétéroclite et puis chacun va puiser, mais en ayant à chaque fois en tête d'avoir voilà, il faut que tout ça soit cohérent, c'est-à-dire qu'on ne faut pas juste des petits bouts pour les uns, juste des petits bouts pour les autres. Une exposition, il faut qu'à la fin, ils aient compris le message complet de l'exposition. Et encore une fois, l'expérience, tout à l'heure, on parlait aussi de ce que vit l'élève ou de ce que vit il faut que, si tout le monde a joué, il faut que la personne qui est en situation de handicap, elle joue aussi. Enfin, on ne peut pas juste lui donner le contenu parce qu'autrement, ce n'est pas drôle pour elle et puis ça n'a pas de sens. Et vos réflexions, pardon, Géraldine Laforge, ont évolué ces dernières années? C'est-à-dire que votre équipe, par exemple, s'est étoffée? Parce que je voulais faire allusion à une étude qu'a menée Cédric Moreau avec une personne qui appartenait au ministère de la Culture à l'époque sur l'accueil des enfants sourds dans les établissements culturels. Et Cédric Moreau, en préparant ce TEDUC, vous me disiez que sur 1500 établissements contactés, vous n'aviez eu que 95 réponses, ce qui donne quand même une idée de l'implication peut-être faible des établissements culturels ou peut-être tout simplement de leur manque de moyens. Donc, je ne sais pas si à la Cité des Sciences, c'est une préoccupation qui a grossi ces dernières années ou si ça a toujours été le cas. Alors, en l'occurrence, la langue des signes et le sous-titrage sont une obligation chez nous depuis très longtemps. Après, ce qui a évolué, c'est que par exemple, ces dernières années, alors il y a toujours eu de la langue des signes sur normalement l'ensemble de nos vidéos dans les expositions sont en langue. Enfin, on peut choisir la langue des signes comme on choisit l'anglais ou l'italien. C'est quand même une préoccupation ancienne. Oui. Ouais, en revanche, là où ça a évolué, c'est qu'on l'a fait aussi évoluer sur les événements. Et ce qui est en train, mais alors là, on y arrive cette année, c'est qu'on s'est aperçu que sur le vocabulaire scientifique en langue des signes n'était pas toujours maîtrisé. Donc, on pouvait mettre un interprète, ça n'empêche qu'on n'aurait pas la bonne… les personnes qui pourtant maîtrisent la langue des signes ne connaîtraient pas forcément le terme photosynthèse, enfin le signe photosynthèse ou le film mangrove. Et donc, on est en train de mettre un lexique en langue des signes, en vidéo, qui permet aux personnes de bénéficier pleinement de la traduction. On comprend que c'est un ajustement permanent. Cédric Moreau, par rapport à cette étude qui date de 2014, vous pensez que ça a beaucoup évolué depuis ou quelles étaient vos conclusions à l'époque? Ma collègue, c'est Anne-Sophie Lestrumel, elle est toujours au ministère de la Culture, avec laquelle justement nous avions réalisé cette étude. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est vrai que la Cité des Sciences, c'est le parfait, enfin Univers Sciences maintenant, pardon,
c'est le parfait contre-exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont interrogé la question de la place de la langue depuis des années, hein, je me rappelle. Enfin, je crois que ça a été les premiers justement à faire le choix pour, pour préparer, pour accompagner dans les visites entre un bon locuteur de langue des signes ou quelqu'un juste qui maîtrise les contenus à qui on aurait pu enseigner la langue des signes. Et ils avaient fait le choix à cette époque justement de choisir un bon locuteur auquel on allait transmettre les concepts, parce qu'il était plus facile d'apprendre des concepts que d'apprendre la langue. Et ça date d'il y a 30 ans, je pense, peut-être plus. Donc oui, pour les autres établissements scolaires, pour l'instant, je n'ai pas de visibilité. Établissement culturel plutôt que scolaire. Pardon, culturel, non, je n'ai pas de visibilité. J'ose espérer que sur les 1500, il y en a plus de 95 qui aient posé cette question. De toute façon, c'est une question qui s'ouvre à l'ensemble de la société. Donc, il n'y a pas raison que les établissements culturels, plus que le reste de la société, n'aient pas pris le chemin en route. Et Hélène Lima, vous avez une expérience justement avec les élèves que vous accompagnez dans le dispositif Ulysse de sorties scolaires dans des établissements culturels. Peut-être vous pouvez nous en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est enseignante comme vous, il faut faire un gros travail en amont avec ou pas les équipes de médiation pour finalement que cette visite soit intéressante, soit plaisante, soit ouverte à tous les élèves? Alors, un gros travail, non. En revanche, oui, le travail en amont, il me semble nécessaire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte au départ, donc je suis à Calais, c'est une petite ville, donc c'est relativement simple aussi d'avoir rendez-vous avec les médiateurs culturels. Mes élèves, donc c'est pas un problème d'accessibilité au lieu, hein, parce que c'est pas du handicap moteur. En revanche, voilà, il y a ces troubles parfois donc de la compréhension, de l'attention. J'ai 2 élèves autistes aussi, enfin là cette année aussi dans le groupe. Et donc c'était plus l'accessibilité au message dont parlait Géraldine Delaforge, qui est très important, quoi. Qu'est-ce qu'on va ressortir de l'exposition? Et en fait, quand je présentais mes élèves peut-être un peu schématiquement, je me retrouvais avec des propositions qui étaient très bien faites pour de la manipulation du visuel, mais adaptées à des primaires, par exemple. Et donc, le support n'allait pas, je caricature, mais moi, mes ados, des petits lapins, ils sentent bien l'infantilisation quelque part, ils n'ont pas envie de ça. Donc, le gros travail, non, mais il y avait besoin de discuter ensemble justement des supports et de ne pas se dire, bon, puisque c'est des élèves voilà, qui ont voilà, des difficultés ou une déficience légère, on va leur proposer des choses des petits pour qu'ils comprennent. Donc, le travail, il va se faire là. Après, l'accueil, il y a toujours un dialogue vraiment très bon, que ce soit à la Cité de la Dentelle ou en tout cas au Musée des Beaux-Arts, où vraiment, en fait, une fois que c'était, on va dire, cerné un petit peu, je leur faisais totalement confiance aussi, parce que ce n'était pas moi l'experte justement de l'exposition, et ça s'est très, très bien passé, quoi. Donc, et aussi avec des danseurs ou avec des artistes sur le Chanel, donc là plus sur des choses théâtrales et artistiques. Il y a toujours une rencontre en amont. En revanche, moi qui me semble nécessaire, j'aime pas prendre des choses clés en main sur PDF, parce que je crois justement cette spécificité des élèves, elle est importante aussi à présenter puis à échanger pour que les artistes ou les médiateurs puissent construire quelque chose un peu clé en main. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés, au contraire, il y a une vraie demande de rencontre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'établissements culturels, en tout cas dans votre région, qui proposent des dossiers pédagogiques qui sont adaptés justement peut-être à vos élèves? Alors ça, C'est à vous de réécrire, de réadapter toujours les supports, en fait, finalement, parce qu'il y a aussi une question du support qui est très importante dans l'enseignement, alors au musée également, pour préparer ou accompagner les visites, par exemple. Tout à fait. Alors, j'ai pas de regard et je pourrais pas m'avancer de manière, enfin, sortir de Calais, parce que pour le coup, j'ai beaucoup de mal à réunir des fonds pour les emmener. Alors, je suppose, par exemple, le Louvre-Lens, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'imagine qu'il y a tout à fait des choses, parce qu'on trouve beaucoup de documents. J'ai travaillé avant avec les élèves de l'ordinaire, où là, pour le coup, je n'avais pas trop de difficultés d'accessibilité. Donc, je vais pas m'engager sur ce qui est proposé, mais j'imagine que oui, bien sûr, quoi. Voilà.
Peut-être qu'on va revenir à la salle de classe et évoquer qu'est-ce qui peut être mis en œuvre et fait aujourd'hui pour permettre ou renforcer cette inclusion. Parce que finalement, en préparant ces échanges, on se rend compte aussi beaucoup que la difficulté que peuvent rencontrer certains enseignants aujourd'hui, c'est finalement de se sentir un peu en manque de ressources. Et s'il n'y a pas d'enseignants référents dans l'établissement, ils se sentent un peu perdus. Alors justement, cette notion d'enseignant référent, ce n'est pas une notion officielle, c'est finalement le rôle que peuvent endosser les enseignants spécialisés comme vous et les LIMA finalement auprès des autres collègues. C'est-à-dire qu'il y a tout un équilibre à trouver dans les établissements entre l'enseignant spécialisé et les autres enseignants pour finalement transmettre ces savoirs et ces outils tout simplement pédagogiques. Mais peut-être, voilà, la question c'est dès que l'enseignant spécialisé n'est plus là, comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez témoigner sur ce thème? Oui, alors bah, ça fait partie de nos missions. Hein. C'est d'ailleurs, moi j'ai passé le DECAGE quand je me suis spécialisée et après ça s'est transformé en KPI. J'ai repassé donc le volet 3, hein, si je ne dis pas de bêtises, l'aspect personne ressource. Parce que ça fait partie de nos missions. Et moi, j'avoue que j'ai un établissement où je travaille très bien avec mes collègues. Enfin, il y a à la fois de la demande, il y a de la confiance, il y a des choses qui ont, je pense, bougé aussi. Donc oui, ça me semble important maintenant. Je me suis aperçue effectivement aussi parfois que si j'ai une absence prolongée ou il y a comme un déséquilibre qui se fait et qui m'a beaucoup questionnée là partant de pandémie où on a quand même dû revoir un petit peu nos manières de fonctionner. Et je pense, alors, c'est intéressant d'avoir le regard d'un enseignant de l'ordinaire pour le coup, mais moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, enfin, je ne vais pas dire que je suis un pilier, ce serait très, très prétentieux, c'est pas ça, mais il y avait vraiment les collègues se tournent peut-être vers moi ou même les élèves aussi vont beaucoup s'appuyer sur moi. Or, je me dis qu'on aura complètement gagné quand il n'y aura plus besoin d'enseignants spécialisés dans les établissements et que l'inclusion, elle sera vraiment réussie. Et par ailleurs, je vous le dis, mes collègues, majoritairement, ils ont beaucoup progressé dans leur volonté d'adapter, dans leur démarche inclusive à tout niveau. Ils font preuve de beaucoup de patience aussi par rapport à certains comportements ou difficultés. Donc, oui, c'est à la fois, je pense, très important qu'on soit là. Et en même temps, je me dis que la formation existe par ailleurs. Hein, les collègues peuvent aller se former. Vous les incitez à le faire d'ailleurs ou... Oui, ouais, tout à fait. Moi, je fais ça en début d'année, je prends le PAF et en fait, je vais voir tout ce qui est élèves à besoins éducatifs, hein, tout ce qui concerne les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je fais une synthèse des formations de l'académie qui sont proposées pour mes collègues parce qu'ils n'y pensent pas forcément d'ailleurs à aller dans ces EBEP là, du catalogue. Donc voilà, et puis j'ai des collègues qui le font. Donc là, pareil, hein, depuis 2 ans, c'est quand même fortement perturbé. Mais moi, j'incite beaucoup les collègues à se former eux-mêmes, à aller chercher des ressources, à échanger, à pouvoir construire leurs outils, à rencontrer, parce que cette formation, elle existe. Hein, on est quand même depuis 2005 dans la volonté d'une école inclusive. Donc ça me semble essentiel. La formation initiale aussi, alors là, je ne sais pas quel est l'état des lieux, mais je pense que dans les inspects, c'est essentiel que les collègues soient formés. Est-ce qu'il y a des dispositifs pédagogiques que vous pratiquez depuis des années qui ont un peu infusé finalement à vos collègues et qui aujourd'hui sont inclusifs naturellement, si je puis dire, et qui sont utilisés par les enseignants dans les classes ordinaires? Je ne sais pas si c'est des pratiques pédagogiques en tant que telles, mais en revanche, c'est beaucoup de discussions et d'échanges sur du travail de groupe ou du questionnement, d'observation aussi. J'interviens en coéducation, enfin en co-animation en lettres. Et vous pouvez préciser en quoi ça consiste, peut-être la co-animation pour ceux Oui, qui c'est-à-dire qu'on est 2 enseignants dans la classe, donc en français, sur une classe de 5e. J'ai 2 élèves donc, qui sont inclus dans cette classe et puis j'étais enseignante de français, enfin je le suis toujours avant de me spécialiser. Et donc on est 2 enseignants dans la classe et on intervient sur le même plan hein, d'ailleurs, mais je ne m'occupe pas que de mes élèves, hein, je ne suis pas ESH là pour le coup. Mais en revanche, la collègue me disait que c'était
Vraiment, ce qui était très appréciable, c'est qu'elle avait du temps pour observer les élèves, et pas que les miens, hein, les autres élèves. Et ce temps d'observation de comment ils apprennent, comment ils se confrontent en groupe. Moi, je travaille beaucoup par atelier et par discussion. On observe les élèves, on voit, et c'est eux qui construisent les choses. Et ça, c'est peut-être des pratiques que j'avais, moi, très facilitatrices dans mon groupe, qui ont peut-être infusé, je ne sais pas. Mais je crois que nos discussions sont très riches de la même manière que moi, j'apprends beaucoup de leurs pratiques, quoi. Et de voir aussi, d'interroger les évaluations. Je suis obligée, enfin, j'adapte les supports, les évaluations, les cours, et du coup, les discussions que je peux avoir avec mes collègues nous amènent à réfléchir aussi sur voilà, l'objectif visé, la compétence véritablement à évaluer et comment on peut faire, quoi. Donc, j'ose espérer que c'est assez enrichissant. En tout cas, c'est réciproque comme enrichissement. Merci Lénima. Sylvie Léon, peut-être je vous laisse réagir parce que c'est vrai qu'il y a cette notion peut-être d'innovation, même si les innovations dont vous parlez, Lénima, certaines ont été découvertes dès l'éducation nouvelle dans les années 30, donc on peut parler d'une innovation ancienne, mais le temps que ça se mette en place dans l'école française, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a un des freins dans l'école française, Sylvie Léon, pour que ces pratiques voilà, qui favorisent finalement l'inclusion, que ce soit par exemple l'enseignement par îlot ou par groupe, là, comme on vient de le décrire, se mettent en place. Il y a aussi cette question de l'évaluation qui peut être un frein aujourd'hui. C'est vrai que l'école française est encore assez normative, et notamment au niveau de l'évaluation à cause des diplômes tels que les brevets des collèges, le bac, enfin les choses comme ça. Et impulser une façon d'évaluer en dehors de la note est possible tant qu'on n'a pas un examen au bout de l'année. Très concrètement, nous, on a expérimenté ça, c'est-à-dire qu'on avait changé le mode d'évaluation et on a été obligé de revenir en arrière de façon à pouvoir rentrer dans le cadre qui était prévu pour que le diplôme soit admis par les élèves. Vous parlez de quel contexte là? Excusez-moi. Là, je parle en contexte français. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a, comme le disait très très bien Hélène Lima, on a des enseignants qui sont novateurs, on a des enseignants qui ont envie de faire des choses, mais après, il y a ce cadre normatif de l'école française qui fait qu'on n'ose pas forcément aller au bout des idées géniales que nous avons, que les enseignants mettent en place. Je pense que dans la question de l'inclusion, ce qui est visé actuellement en France, c'est la conception universelle de l'apprentissage. Comment effectivement tous les enfants, quels qu'ils soient, peuvent accéder à l'apprentissage. Dans ce cas-là, si on a cette question de l'apprentissage, l'autre question, c'est comment tous les enfants peuvent être évalués en fonction de leurs besoins, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de remarques sur les besoins, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur projet, de façon à ce qu'ils puissent comprendre où est la réussite. Et comme je le disais tout à l'heure, ne pas rester dans cet apprentissage de l'impuissance. Donc la question de l'évaluation, je crois qu'elle est au cœur actuellement des difficultés en France. Merci beaucoup. Cédric Moreau, peut-être je voulais vous faire réagir sur ce point, puisque finalement, il y a cet enjeu important de formation, mais de faire aussi évoluer le cadre lui-même. Alors, je ne sais pas s'il y a des perspectives de ce côté-là. Le cadre, le cadre évolue doucement. Je pense que, en fait, l'analyse de besoin, c'est ce que fait chaque enseignant au quotidien. Et encore faut-il leur donner les moyens. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est une évidence. Après, dans la réalité, lorsque vous avez 35 élèves dans la classe, l'analyse des besoins et l'analyse fine en fait, des besoins, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en fait, et qui apparaît parfois comme une charge supplémentaire. Vous voyez ? Et donc, voilà.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ces limites soient dépassées? Est-ce que c'est une question de moyens? C'est une question de formation, de temps? C'est une question de tout, oui. Formation. Non, mais sérieusement, oui. C'est une question de formation, de temps de formation. Vous voyez, parce que si on regarde ces 20 dernières années, autrefois la formation justement pour accueillir des élèves en situation de handicap dans la classe durait 1 an. Alors, elle dure que quelques semaines, et avec ces quelques semaines, l'enseignant doit savoir tout faire. À la fois répondre aux besoins spécifiques, aux besoins particuliers, à l'analyse de ces besoins, et être en capacité de conseiller ses collègues. Ça fait beaucoup de missions. Ça fait beaucoup de missions. Alors après, au fur et à mesure, il y a des modalités qui se mettent en place avec peut-être des réponses plus fines au cas par cas. Effectivement, on a un temps de formation qui est relativement restreint dans le KPI. Puis après, vous avez la possibilité d'approfondir vos connaissances dans le cadre des mines, par exemple, de modules complémentaires pour répondre aux besoins. Encore faut-il qu'il y ait les moyens pour envoyer ces enseignants en formation. Encore faut-il qu'il y ait des moyens pour remplacer ces enseignants qui sont envoyés en formation. Encore faut-il qu'il y ait ce temps-là nécessaire. Et on voit qu'il y a une grosse disparité en fonction des académies. Il y a aussi la question du turnover et de la valorisation des salaires des AESH aussi, qui est un point important pour voir le nombre d'heures consacrées à cet accompagnement individuel ou collectif. Tout à fait. Au départ, il ne faut pas oublier que l'ASH, pas les AESH, les AVS, pardon, autrefois, les ancêtres des AESH étaient considérés comme des jobs d'étudiants. Et maintenant, c'est considéré comme un métier, mais c'est vrai que le salaire ne suit pas, la formation ne suit pas. Il y a eu une récente revalorisation des salaires, donc il y a apparemment une petite volonté politique, en tout cas affichée, mais qui ne suffira sans doute pas pour effectivement, pérenniser ces postes, en fait. Il faut un suivi lorsque les personnes se forment. Par exemple, on le voit dans le cas se forment à la langue des signes. Et donc, elles suivent un élève qui a ses besoins. Et puis, l'année d'après, elle va être sur un autre profil d'élève. Ou alors, elle va être dispatchée entre plusieurs élèves. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Il n'y a pas de cohérence dans les parcours des AESH, c'est ça que vous dites? Ça peut, en fait. Tout dépend. C'est vraiment une question locale. Et puis, ça repose beaucoup sur les bonnes volontés de chacun. Et effectivement, il y a la plupart du temps, lorsque vous avez un enseignant spécialisé qui va être pilier ou qui va être moteur au sein de son établissement, ça va bien se passer. Il va y avoir une certaine expérience engrangée. Mais que se passe-t-il lorsque cet enseignant mute, part à la retraite, etc. Est-ce que, il n'y a pas réellement de traces de ce qui peut être. Il peut, effectivement, localement, il y a toujours des exceptions. Mais envisager de manière globale, ce n'est pas réellement le cas. Merci. Géraldine Delaforge, peut-être un mot sur les besoins des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une visibilité un peu là-dessus? Que vous demandent aujourd'hui les enseignants en préparant les visites? Est-ce que vous abordez justement cette question des limites, peut-être des accompagnateurs? Enfin, quel constat vous faites? Alors nous, on est avant tout contacté par des enseignants qui ont des classes... Alors, je vais dire homogène, une classe n'est jamais complètement homogène, mais on est assez peu contacté par les enseignants qui ont des élèves inclus dans leur classe. Donc, ça va être des groupes avec des besoins spécifiques, c'est ça? Voilà, on va avoir très souvent, typiquement, l'INJA avec des élèves aveugles ou malvoyants, l'INJS et puis plein de groupes. On est plus contacté par ce type de groupe, d'abord parce qu'ils nous ont identifiés. Je pense qu'il y a un vrai souci régulièrement, alors chez nous comme ailleurs, d'identification de ce qui existe en fait. Autant quand on est un enseignant spécialisé à l'INJA, ils savent parfaitement qu'on existe. Et là, ils n'hésitent pas à avoir recours à nous pour plusieurs choses. D'abord, on va les conseiller parce qu'il y a des expos qui sont plus ou moins adaptés, il y a des médiations qui sont plus ou moins adaptées.
Ils peuvent aussi réserver un atelier, mais dans ces cas-là, nous, ça nous permet d'anticiper, parce que l'anticipation, c'est quand même un mot-clé, que ce soit anticiper à long terme pour rendre une expo accessible, où là, c'est 1 an et demi à l'avance, mais aussi voilà, un médiateur qui reçoit un groupe déficients visuels, faut à minima qu'il soit au courant et pas 15 minutes avant. Pas 15 minutes avant, donc il ne faut pas hésiter, autant quand c'est des groupes complets, comme ça, les enseignants nous préviennent. Ce n'est pas toujours le cas des enseignants parce qu'ils ne pensent pas forcément et puis ils ont pas, qui vont venir avec un élève. Ça peut être signalé. Et si c'est signalé, nous, ça nous permet d'anticiper. Le médiateur sera au courant. S'il a besoin, il va se retourner vers nos équipes pour dire est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que cette médiation-là, cet atelier, on ne l'a jamais fait avec un enfant, quel que soit son handicap, hein, mais quel conseil vous pourriez me donner? Et souvent, en le sachant, ça va tout de suite rendre les choses plus simples. Je ne dis pas que tout sera possible et parfait, mais en tout cas, c'est possible. Et après, on va guider à la fois sur les choix et puis sur du matériel qu'on peut mettre à disposition en plus. Ou des documents d'aide à la visite. On a tout un programme, par exemple, par rapport au public autiste, pour préparer la venue. Et donc, ça, c'est des… Mais encore faut-il savoir que ça existe. Et c'est vrai que souvent, ça fait partie des vrais points sur lesquels nous, on travaille. Il faut faire les choses, mais après, il faut que les gens sachent que ça existe. Ouais, exactement. Voilà, j'en profite pour glisser un mot sur le site Ma Cité Accessible, qui est le site web du pôle accessibilité, où il y a énormément de ressources. Hélène Lima, je voulais vous faire rebondir sur cette idée peut-être du groupe avec besoins spécifiques. Il y a un peu un risque d'entre-soi finalement quand on sort de l'établissement scolaire et qu'on va faire une visite qui sera peut-être adaptée et préparée en amont, alors que finalement l'objectif de l'inclusion, c'est que tout le monde se mélange. Oui, tout à fait. C'est la difficulté. Alors, c'est un des avantages du dispositif, c'est que j'ai cette grande liberté et cette possibilité. Puis, j'estime que ça fait partie aussi des missions de l'ouverture culturelle, sociabilisation, compétences sociales. Donc, je dirais que c'est une première étape, ça rassure. Hein, mais effectivement, il ne faut pas que ça. Donc, l'intérêt, c'est aussi de travailler avec les collègues et les AESH, parce que pour le coup, moi, j'ai une super équipe et on travaille en équipe. Quand il y a des sorties de leur classe… Alors là, je suis désolée, je crois que ça va, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Pardon. Et donc, en revanche, on prépare avec le collègue ou avec l'AVS, parce que je ne participe pas forcément à ces sorties, pour le coup. On anticipe un petit peu, surtout, j'ai envie de dire, s'il y a le fameux questionnaire ou le support écrit, vous savez, qu'ils vont avoir à remplir. Là, il est évident qu'il va faire l'objet d'une adaptation. Ou bien c'est l'AVS qui va être scripteur si l'enseignant tient vraiment à ce que ce soit le support papier, mais sinon, on peut avoir un enregistrement du ressenti de l'élève après. Vous voyez, je le travaille aussi, mais cette fois-ci, pas tant avec la structure culturelle qu'avec l'enseignant qui va emmener cet élève ou ces élèves en sortie. Mais voilà, il y a quand même toujours une préparation. Alors, je ne sais pas du coup si mes collègues demandent au musée ou à la structure ou disent, voilà, on a un élève ou des élèves un peu voilà, à besoins particuliers. J'ai envie de dire que c'est plutôt nous qui fonctionnons comme en classe, quoi. En tout cas, à vous entendre, pardon, allez-y. Non, allez-y. À vous entendre, on se rend compte en tout cas de l'intérêt important de la co-animation et de la co-préparation. Enfin, on voit que c'est aussi dans ces échanges entre enseignants que quelque chose d'intéressant et d'effectif pour les enfants se concrétise. Merci à tous pour vos contributions. Je pense que l'heure est venue d'ouvrir le temps des questions. Donc, je rappelle à tout un chacun que ce TEDUC est enregistré. Ce webinaire sera mis en ligne sur YouTube dans quelques jours. Donc, pour les participants qui souhaitent poser des questions sans être enregistrés, je vous invite à ne pas allumer votre caméra. Sinon, pour les autres, privilégiez en tout cas l'intervention à l'oral plutôt que dans le chat pour qu'on puisse vous entendre directement. Allez-y. On va essayer de… Vous pouvez rallumer votre micro, votre caméra directement pour poser des questions à nos invités. J'ai vu qu'il y avait pas mal de témoignages dans le chat, mais je ne peux pas être partout. Donc, n'hésitez pas à reposer la question maintenant. C'est à vous.
Je vois qu'il y avait des... Alors, allez-y, Catherine. Vous pouvez rallumer votre micro. Oui, voilà, c'est bon. Allez-y. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Je représente les personnes en situation de handicap. Je suis moi-même médecin en situation de handicap et je milite pour l'inclusion scolaire et l'école inclusive. Je suis un peu surprise, mais bon, c'est très franco-français cette approche. Peut-être Sylvie Léon peut le dire. On pointe toujours tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est négatif, tous les problèmes, toutes les difficultés, au lieu de pointer tous les bénéfices de l'école inclusive et tout ce que ça apporte dans la pédagogie, dans le résultat des autres élèves et de tous les élèves. Et ça, je trouve que c'est toujours dommage. Et là, je reste un peu sur ma faim ce soir. Merci. Alors, c'est pas tant qu'on a voulu insister sur les difficultés qu'on n'a pas forcément eu le temps en fait, d'aborder cette question. Je l'avais un peu fait en demandant à Hélène Lima de savoir qu'est-ce qui, des dispositifs peut-être pratiqués avec les élèves Ulysse, avaient bénéficié à tous les élèves, mais je ne sais pas qui souhaite répondre à Catherine. Peut-être, pour résumer, quand on fait des réunions sur ces sujets-là au rectorat, c'est toujours les freins et les limites. Les sujets, ça va être toujours ça. Jusqu'où on peut inclure? Quelles sont les limites? Où sont les problèmes? Alors, de pointer d'abord tous les bénéfices et tout ce que tout le monde a à gagner au niveau de la communauté éducative, au niveau de la société, ben ça, c'est jamais pointé nulle part. La qualité de vie que ça apporte à tout le monde, c'est pas pointé, c'est jamais relevé. Merci. Sylvie Léon, peut-être, je vous vois pointer Oui, le doigt. alors déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Je trouve que c'est très, très, très pertinent. Beaucoup de personnes dans le chat ont parlé de l'analyse des besoins. Ceux qui sont habitués à ça savent que l'analyse des besoins se fait à travers le projet, en pointant les freins effectivement des élèves, mais en pointant aussi leurs leviers. Et c'est en travaillant sur les freins et les leviers qu'on arrive à proposer des adaptations de façon à ce que l'accessibilité soit là. Et je pense qu'il faut bien que tout le monde l'entende, c'est-à-dire que les enseignants spécialisés sont très très forts et je pense que Hélène Lima doit bien me comprendre parce qu'on n'arrive pas à faire avancer un enfant et d'ailleurs je crois qu'on n'arrive pas à faire avancer un adulte non plus si on ne pointe pas ce qui lui permet d'avancer, ce sur quoi on peut s'appuyer. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des recherches qui montrent que si l'inclusion et c'est-à-dire le fait que les élèves soient dans leur classe normale, hein, puisque quand on parle d'inclusion, c'est un mauvais terme. Normalement, les élèves d'Ulysse ne sont pas, ce n'est pas une classe, ils sont inscrits dans leur classe, dans la classe ordinaire. Les recherches montrent que quand les enfants sont inscrits dans la même classe et participent au même cours, moyennant les adaptations X, Y, Z, le niveau de ces enfants est plus élevé que s'ils restent isolés. C'est-à-dire que le décalage entre les élèves, alors je vais caricaturer, mais c'est plus facile, entre les élèves dits normaux et les élèves handicapés reste important, mais les élèves handicapés progressent au niveau cognitif. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il faut penser que dans la question de l'inclusion, les premières personnes qui incluent, eh bien, ce sont les autres élèves. C'est-à-dire que la démarche de l'enseignant, ce que fait l'enseignant, c'est plus ou moins ce qui est un miroir. Parce que c'est les élèves de la classe, les élèves de l'école, les élèves du groupe qui s'incluent les uns les autres. Ça, il y a tout un travail social à faire. Et puis, il y a le continuum aussi famille-société dont on n'a pas trop parlé, mais dont on pourrait parler. Je veux juste, avant de reprendre une autre question, laisser la parole à Jean-Michel Zakartiouk des cahiers pédagogiques qui souhaitait aussi intervenir sur la question des bénéfices soulevés par Catherine. Oui, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je pense que si on prend les définitions de l'école inclusive, par exemple de l'UNESCO, en fait, c'est beaucoup plus vaste que simplement l'intégration des élèves ayant un handicap. Et justement, les bénéfices dont peuvent avoir tous les élèves, on les retrouve finalement dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aussi la pédagogie différenciée, c'est-à-dire
que les élèves les plus en difficulté, lorsqu'ils sont dans une classe qui les attire vers le haut, ils progressent, mais à condition évidemment de mettre en place une pédagogie qui soit à la fois à certains moments pour tous et à certains moments plus pour chacun. Donc c'est cette combinaison. Et je dirais aussi que donc, les cahiers pédagogiques, on a beaucoup milité pour la pédagogie différenciée. Je crois qu'il faut articuler pédagogie différenciée, pédagogie et inclusion et besoins particuliers. Et deuxième chose, je pense que ça développe aussi la créativité des professeurs. Justement de résoudre les questions de façon non simpliste. C'est-à-dire, c'est pas de se dire on va s'aligner sur les élèves les plus en difficulté, on va faire des cours en fonction d'eux. Non, c'est pas comme ça. C'est savoir trouver des solutions. Et je pensais par exemple à un article qu'on avait publié dans un numéro sur l'inclusion où il y avait une professeure de maths qui expliquait comment elle essayait d'enseigner la géométrie pour une élève sourde dans la classe et comment elle avait mobilisé la classe aussi pour trouver des solutions, parce que a priori, c'est pas facile la géométrie pour d'aveugle, pardon, je dis sourd, non-voyant, voilà. Et donc, il fallait trouver des solutions. Et ça, du coup, ça permet aussi de trouver des choses qu'on n'aurait pas eu l'idée de trouver sinon. Et donc, souvent, les enseignants de classe de classe ou des dispositifs comme Ulysse apportent beaucoup parce que souvent ils ont des idées dans des formations communes, par exemple, ils apportent beaucoup aux autres enseignants. Qui vont se développer ensuite dans la classe ordinaire. On a une question de Marie-Christine. Je vous laisse allumer votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était pour un peu, je vais continuer à enfoncer ce clou-là. Hein. Effectivement, moi je suis parent et ancienne enseignante à la FNASEP. Et moi, la question que je pose, mais j'ai en même temps la réponse et vous y avez répondu, est-ce que ce sont seulement les élèves porteurs de handicap qui posent question aux enseignants aujourd'hui? Je ne suis pas bien sûre. Et nous, on pense que la présence des élèves en situation de handicap à l'école, c'est une chance pour l'école, dans le sens où on met en place effectivement une dynamique de la pédagogie différenciée, ou comme Charles Gardou peut dire très régulièrement, la mise en place de plans inclinés pédagogiques. Et ça sert à tout le monde. Bien sûr, l'enfant en situation de handicap, mais pas seulement. L'enfant qui n'est pas doué en maths, l'enfant qui est timide, l'enfant qui a problématique familiale, l'enfant, voilà, c'est vraiment une chance. Et je rebondis tout à fait sur la personne qui vient de parler des cahiers pédagogiques. Et puis Catherine, vraiment, notre action, nous, elle est placée là. C'est essentiel. Merci pour votre remarque. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé au départ d'inclusion et de parler aussi peut-être de la grande difficulté scolaire ou de la difficulté scolaire tout court. On a choisi de resserrer un petit peu l'angle pour aller peut-être un peu plus loin. Mais évidemment que cette thématique qu'apporte l'inclusion à tous est déterminante. Hélène Lima, vous souhaitez réagir? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec tout ça. Et effectivement, quelle richesse, parce que mes collègues aussi me le disent parfois, des adaptations qui sont proposées pour mes élèves, finalement, ils me disent « Ah, mais oui, mais je pourrais faire comme ça pour un tel qui peut estampiller, qui est juste dans la grande difficulté. » Et je vois aussi que ça a été facilitateur de la coopération. Moi, j'ai très attachée à la notion de classe coopérative. Et en fait, c'est ce qui fonctionne parfaitement bien pour tout le monde. Et là, justement, on est dans de l'inclusion. Il n'y a plus vraiment de différence parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Donc oui, ne noircissons pas le tableau. Je pense que l'intérêt d'avoir mis aussi les dispositifs, c'est que ça a fait bouger les lignes sur la pédagogie et que c'est totalement réciproque. On s'apporte des choses. Et oui, c'est une richesse, hein, parce que pour les jeunes, voilà, et c'est eux qui incluent, c'est ce que disait tout à l'heure Sylvie, hein, les premiers, c'est les élèves qui sont extrêmement inclusifs et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre et qui sont très créatifs pour permettre à leurs copains, il n'est pas question de le laisser sur le carreau, mais du coup, il apporte aussi des choses après, il découvre plein de choses. Donc oui, c'est une belle réciprocité quand ça fonctionne, c'est quand même le beau pari, quoi. Géraldine Delaforge, vous souhaitiez aussi réagir. Je vous laisse la parole. Oui, c'est vrai que nous, alors,
je vais dire, c'est presque plus facile pour nous parce qu'on a les groupes et les visiteurs sur une courte durée, on ne les a pas sur toute une année. N'empêche qu'on voit bien que ce qui est fait pour les uns sert à tout le monde parce qu'on est tous, il y en a qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs, d'autres qui ont besoin de manipuler, d'autres qui ont besoin de leur expliquer d'une manière, d'autres d'une autre manière et que finalement, de multiplier les approches, la façon dont on va présenter les messages, ça sert à tous. Dans un groupe, on voit bien nous, nos dispositifs qui sont mis en place par les équipes de l'accessibilité sont utilisés par tout le monde. Les maquettes à l'entrée, la dernière exposition sur Contraire, il y avait une maquette qui était vraiment faite pour les personnes déficientes visuelles. Je vais dire, il y a 100% des familles qui s'y sont arrêtées. Et peut-être bon, alors là, c'est des maquettes, mais quand on donne, par exemple, des conseils pour les conférences, alors on va mettre on peut avoir de la vélotypie, de la langue des signes avec des interprètes, mais pour les personnes déficientes visuelles, on essaye de discuter avec les conférenciers avant, pas pour toutes, hein, on n'a pas la capacité, il y a trop de conférences à la Cité des Sciences, mais et de leur dire finalement, parlez comme si vous étiez à la radio. À la radio, si vous écoutez une émission scientifique, vous ne voyez rien et vous comprenez parfaitement ce qui se passe. Si la conférence est faite comme ça, toutes les personnes déficientes visuelles vont pouvoir la suivre. Mais en fait, ça va servir à tout le monde parce que d'un seul coup, j'ai détourné le regard et je me suis rendue, et finalement, je l'ai entendu et je n'ai pas perdu l'information. Enfin, c'est vraiment tous ces dispositifs. Alors, c'est pour ça que nous, on a ces dispositifs qui sont plus intégrés du braille, de la langue des signes très spécifiques qui, effectivement, ne serviront qu'à ces personnes-là. Mais tout le reste sert à tout le monde et est enrichissant pour tout le monde parce qu'on a tous nos différences. Moi, je préfère écouter, moi, je préfère lire, moi, je préfère… et c'est une vraie richesse pour tout le monde, ça, c'est sûr. Merci, Géraldine Delafort. On a une question de Pierre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci, du coup, pour l'organisation de ce temps de rencontre. Donc moi, je suis Pierre Suc, mais là, je travaille dans un conseil départemental et j'ai écrit un livre sur l'approche inclusive, la société inclusive jusqu'où aller. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Madame Filbert et sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est exactement la logique de fond absolument essentielle. L'approche inclusive, c'est pas seulement pour les élèves avec des besoins spécifiques, c'est vraiment pour l'ensemble des élèves et c'est une voie de réforme et de transformation de l'ensemble de l'école qui peut être très, très intéressante pour tous les élèves. Et j'ai aussi entendu un élément clé qui est de miser sur les capacités des personnes. Ça, c'est aussi au cœur de l'approche inclusive. C'est quelque chose qui peut éclairer tout le modèle social, puisque souvent, quand on parle de capacité, on est très réducteur en pensant les choses de manière binaire. La personne peut ou la personne ne peut pas. Tout l'enjeu, c'est de passer à une logique ternaire. Bien sûr, il y a des fois, on ne peut pas faire des choses. Ça, bien sûr, ça arrive. C'est certaines situations, ça peut se produire et c'est important de le voir aussi, d'être lucide. Il y a des fois, on a démontré des choses et donc nécessairement, si on les a démontrées, on est capable de le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire être capable d'eux? Ce n'est pas seulement de l'avoir démontré, d'avoir cette capacité effective, c'est aussi cet intermédiaire qui est la capacité potentielle. On a quelque chose et on ne sait pas à l'avance jusqu'où on peut aller. Donc, il faut absolument miser sur les capacités et de tous, y compris des enfants en situation de handicap qui sont polyhandicapés. À partir du moment où on leur donne des outils de communication alternative améliorés, eh bien, on se rend compte que nombre d'entre eux peuvent faire des choix. Ça fait des siècles et des siècles qu'on n'a pas donné cette possibilité et qu'on part du principe qu'ils ne peuvent pas faire de choix. À partir du moment où on mise sur leur potentiel, on ouvre un champ des possibles de manière lucide. Ça ne veut pas dire que tout est possible pour tout le monde. Enfin voilà, il faut rester dans une logique de lucidité. Mais une logique de lucidité, ça ne veut pas dire d'enfermer la personne sur un niveau de capacité à un moment donné, mais bien aussi d'être dans cette logique projective. Et c'est pour ça que je suis ravi du coup des échanges qui ont eu lieu. Voilà. Oui, et replacer, du coup, si je comprends bien, l'apprentissage en fait au cœur de ces questionnements, c'est-à-dire que tout le monde a un chemin, tout le monde a un chemin à faire. Peut-être qu'on peut reparler justement de l'approche par compétence qui peut-être est trop binaire encore, mais qui permet déjà de voir un peu les choses autrement. Je ne sais pas si Lenima, vous souhaitez en parler.
À partir du moment où on essaie de plus être dans l'évaluation, dans le cochage de cases, mais dans cette approche par compétences. Oui, non, elle est essentielle. Non, l'évaluation, il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler parce qu'elle reste de toute manière problématique, je pense quand même par rapport à nos élèves, ou en tout cas aux miens, dans la mesure où la compétence n'est pas forcément stable dans son acquisition. Hein, pour mes élèves, c'est ça la difficulté aussi de mes collègues, c'est que ça peut être vert, hein, on fonctionne par couleur un jour et puis se rendre compte qu'avec la mémoire de travail étant quand même un petit peu chutée, cette compétence, il faut la retravailler, il faut la réinsérer. Enfin, voilà. Mais en revanche, elle a totalement changé le regard de mes collègues et l'approche. Cette approche par compétence. Hein. Depuis, nous, on est exclusif, enfin non, pas exclusivement, on a 2-3 collègues qui mettent encore des notes, mais pour le reste, on n'est que dans une évaluation par compétence sur l'ensemble de l'établissement. Et du coup, la différenciation, là, elle est très importante. Parce qu'en plus, comme moi, je viens titiller l'enseignant en lui disant, mais qu'est-ce que tu cherches à évaluer? Parce que mon adaptation, elle va dépendre hein, de l'évaluation de la compétence visée. Et bien du coup, on différencie aussi la compétence voilà, qui est visée par l'élève. Et donc, effectivement, ça, moi, je pense, est très important et très facilitateur peut-être pour mes collègues pour avoir une approche différenciée. En individualisant, du coup, cette question de la compétence. Voilà, ils n'ont pas forcément tous les mêmes compétences visées sur le même type d'exercice, par exemple. Et ça, la note ne le permettait pas de l'affiner non plus. Et moi, ça me permet aussi après de retravailler avec les élèves de manière beaucoup plus fine sur quelque chose plutôt que d'avoir un 12 et de devoir décortiquer la copie et de voir où ça a pêché. Là, je sais très vite, en fait, le point d'appui et aussi ce qui a fonctionné, c'est-à-dire là où c'est vert. Et ça, c'est génial, quoi, parce que ça donne aussi confiance. Hein. Les élèves, ils viennent et ils sont très fiers de me dire, ça, je le sais le faire, madame, ça y est, quoi. Je dis, bah ouais, ça, c'est génial. Donc, on va attaquer, voilà, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. C'est important. Mais c'est sûr que cette différenciation par la compétence pourrait bénéficier à tous les élèves, en fait, quelle que soit leur difficulté. On en est intimement persuadé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Il nous reste 10 petites minutes. Profitez-en. Bonjour. Bonsoir. Anne, chez Mobilis. D'abord, on voulait saluer avec ma collègue Estelle Hélène Lima qui utilise notre bibliothèque numérique Sondo, qui est un outil fait pensé pour tous les élèves à partir de justement l'idée de donner la possibilité de lire aux élèves dyslexiques, mais qui peut se dessiner à tous les élèves. Est-ce que vous pouvez redonner la référence, du coup, que tout le monde en profite? Bibliothèque numérique Sondo. Sondo. Mais j'avais une question pour Madame Léon qui m'a... On a parlé beaucoup de justement la créativité, de l'innovation qui pouvait venir des enseignants du LIS, des AESH et puis de tout ce qui pouvait favoriser l'inclusion. Et j'avais une question sur l'aspect international. J'étais assez intriguée au début. Vous avez parlé, je crois, du Tadjikistan, qui devait être un de vos terrains, si j'ai bien compris, d'études ou de travail. Est-ce que vous avez peut-être ramené du Tadjikistan quelque chose, d'une bonne pratique ou comment est-ce qu'on pourrait, voilà, qu'est-ce que vous nous avez, qu'est-ce que peut nous apporter cette vision à l'international, qui n'est pas forcément accessible facilement, je pense, pour les enseignants et pour l'ensemble des gens qui s'intéressent à la question de l'inclusion. Merci de me poser cette question parce que ça m'oblige à voir le côté positif. Et vraiment, c'est fondamental et merci encore. Du Tadjikistan, ce que j'ai retenu d'important, c'est la place des parents. Pourquoi l'inclusion? Alors, on commence à parler d'inclusion, c'est encore de l'intégration. Évolue-t-elle au Tadjikistan? Parce que les parents se sont mobilisés. Et là, ce n'est pas aux parents qui sont là que je vais dire ça. Hein. Je sais à quel point les associations de parents sont importantes pour faire bouger les cadres. Et on a vu comment des parents étaient capables, au Tadjikistan, je dis bien, de mettre en place carrément des écoles et de prendre contact petit à petit avec les autorités, avec d'autres écoles et des écoles reconnues par l'État tadjik pour que petit à petit, les élèves
alors des élèves avec des troubles des fonctions cognitives, des élèves avec autisme, puissent être dans la classe. Le partenariat avec les parents est essentiel parce que quand on construit, quand on contribue à construire l'enfant, nous, quand on est dans l'école, on ne le construit pas sans les parents. La question de la coéducation, elle doit être au cœur de ce qu'on est en train de faire parce que cet enfant-là, il a un avenir et qu'il faut penser l'école non pas dans le ici et maintenant, mais dans qu'est-ce qui va advenir de lui. Et là, on peut faire référence aux travaux d'Ebersold. Bon, je ne veux pas rentrer parce que ça peut être l'objet d'autre chose, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on pense le maintenant pour l'avenir de ces enfants-là dans une société? L'école prépare une société. Et comment les parents ont leur mot à dire parce que les enfants savent faire des choses à la maison qu'ils ne savent pas forcément transférer dans l'école. Là aussi, il y a une question de passage qui est très importante. On a encore deux questions, enfin en tout cas deux participants qui ont levé la main, donc on va essayer de répondre à tout le monde et c'est très bien qu'il y ait autant d'interactions ce soir. Je vous en remercie tous. Dominique, c'est à vous. Oui, moi, ma question, c'est que j'ai entendu parler à plusieurs reprises d'expertise. Je voulais savoir ce que vous mettiez derrière le mot expertise, et je pense notamment à l'expertise des familles, des parents. Alors, qui souhaite répondre à ce terme d'expertise, à Dominique? Je ne sais pas. Sylvie Léon, il ne me semble pas, pour ma part, moi, avoir prononcé ce mot d'expertise, mais vous pouvez peut-être préciser votre question. Expertise des parents, c'est quel rôle pourrait jouer dans l'inclusion les familles, Oui, c'est ça? Moi, ce que je souhaite, c'est dire qu'il n'est pas question d'opposer l'expertise des professionnels à l'expertise des familles. Mais en même temps, il faut, me semble-t-il, qu'il y ait une reconnaissance de l'expertise des familles. Alors, en fait, je n'ai pas entendu vraiment le mot expertise dans les échanges que nous avons eus, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on reprend le référentiel de l'enseignant spécialisé, c'est marqué intégralement, l'enseignant spécialisé pour le développement de l'inclusion intervient comme expert de l'analyse des besoins. C'est vrai que leur formation fait qu'ils apprennent avec finesse à regarder justement ces freins et ces leviers dont on parlait, de façon à pouvoir développer une accessibilité. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants ne soient pas en situation de handicap. C'est ça l'accessibilité. C'est devancer la situation handicapante et la situation qui est inconfortable pour l'enfant. Pour les parents, il est évident qu'ils ont une expertise parce qu'ils sont les parents, c'est-à-dire qu'ils ont conduit leur enfant sur des choses qui semblent être des petits gestes. Mais voilà, ces tout petits gestes peuvent être assez facilement repris en classe, mais là encore, je redis, mais je tourne en boucle, hein, le partenariat et la coéducation, c'est un des leviers pour favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap, parce que c'est lourd pour l'enseignant de porter tout seul ce fardeau-là, et qu'il faut être à plusieurs pour le faire. Voilà, il ne faut pas se voiler les yeux, se mettre la tête dans le sable, enfin tout ce que vous voulez. C'est difficile, et en le faisant ensemble, les choses commencent à évoluer. Et une chose est extraordinaire en prenant ça ensemble, et dans la discussion que nous avons eue, c'est à quel point on voit qu'on fait bouger l'école. Voilà. Merci Sylvie Léon. On a encore 2 ou 3 questions. Muriel, allez-y. Oui, bonsoir. Alors, je suis désolée, j'ai manqué le début, mais alors, je suis parent d'élèves. Et effectivement, enfin, ma question, c'est comment faire justement pour favoriser l'entrée des parents plus efficacement au sein de l'école et qu'on nous laisse justement venir
conseiller. Alors, c'est difficile de venir conseiller les enseignants parce que nous ne sommes pas des pédagogues, mais juste des parents. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir notre place et à être entendu. Dans cette coopération. Alors, Hélène Lima, peut-être je vous donne la parole pour qu'on ait un retour au terrain, et puis je laisserai la place aux autres questions si vous pouvez répondre succinctement peut-être. Alors après, voilà, moi, ça va être l'expérience de la cohorte d'Ulysse et évidemment que cette coéducation, elle est indispensable. De la même manière que je m'appuie aussi beaucoup sur les paramédicaux, les CESAD éventuellement, hein, qui sont des structures d'accompagnement des élèves. J'ai besoin de tout le monde. En fait, là, j'ai envie de dire, help. Et la rencontre initiale avec les parents, elle est fondamentale. Moi, j'ai besoin de leur regard de parents déjà sur comment est le jeune à la maison. Et puis, très souvent, ils me donnent des conseils, quoi. Ils me disent, voilà, si jamais il rentre en situation de crise, voilà ce qui va le calmer ou surtout ce qu'il ne faut pas que vous fassiez. Je gagne un temps fou, quoi. Donc ça, c'est très important. Et je suis en contact très régulièrement avec les familles. C'est important. J'ai besoin d'eux aussi pour que l'élève progresse. Après, dans l'ordinaire, pour des élèves qui ne sont pas en dispositif, toujours pareil, dans mon collège, je vois des collègues très impliqués qui rencontrent très, très souvent les familles. Et dans notre établissement, on a ce qui s'appelle le café des parents. Alors, c'est peut-être pas forcément des parents pour des élèves en situation de handicap, mais c'est avec donc les personnels de direction, et puis il peut y avoir un enseignant s'il est là, s'il n'a pas cours à ce moment-là. Et en fait, on discute autour de la table, et je sais que ces problèmes-là, enfin ces problématiques en tout cas, peuvent être éventuellement abordées. Donc oui, la coéducation, elle est fondamentale, et comment faire venir les parents à l'école, je pense qu'il y a plein de pistes et plein de nouvelles initiatives, parce que justement, l'école prend conscience aussi de l'importance de ce partenariat. Donc, il faut peut-être que les parents n'hésitent pas à justement proposer et susciter aussi ce genre d'événements pour les intégrer dans les établissements. Oui, tout à fait. Marie-Christine, je vous redonne la parole et ensuite, ça sera Alessandro, puis ensuite, on devra sans doute clore les débats. Allez-y. Oui, pour rebondir sur cette question de la coéducation, c'est vrai que sur la place des familles, moi je renvoie au titre de la loi de l'éducation nationale aujourd'hui, hein, c'est la loi de la confiance. Donc le mot confiance, c'est pas rien. Donc c'est vrai qu'on a à chercher ensemble parce que elle n'est pas naturelle cette confiance enseignant-parent, mais on a à rechercher ensemble comment on peut se faire confiance. Et le mot expertise, nous, on l'utilise vraiment beaucoup vers les familles, dans le sens où on parle d'expertise d'usage. Le parent, quand l'enfant arrive à l'école, il a peut-être 2, 3, 4 ans d'expertise avec le handicap. Et c'est une vraie ressource pour l'enseignant. Alors, on pense beaucoup à l'autisme, hein, mais pas seulement. Et vraiment, comment on se fait confiance, et moi, j'utilise très souvent le mot « comment on fait alliance ensemble pour le projet scolaire de cet enfant-là ». Et là encore, je pense que ce sont des paroles qui sont valables pour n'importe quel enfant dans le rapport à l'enseignant, et qu'est-ce que les parents peuvent peut-être apporter pour que l'enseignant aille plus vite au but recherché. Alessandro, bonsoir, c'est à vous. Oui, bonsoir. Moi, je viens avec un peu la réalité belge, puisque effectivement, l'inclusion scolaire est aussi au cœur de plein de changements, je dirais, décrétales dans l'enseignement et dans la partie francophone du pays. Et je rebondissais peut-être, je ne sais pas s'il y a des coopérations, je dirais, entre les pays francophones concernant ces questions-là, parce qu'en Belgique, on a une vision qui est, je dirais, influencée, je dirais, par des méthodes plutôt anglo-saxonnes, notamment dans l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques. On a des formations adaptées qui portent le nom de bachelier de spécialisation en orthopédagogie. On entend qui est plutôt une conception plutôt anglo-saxonne de l'accompagnement et en tout cas de la prise en charge de ces élèves. Je me dis, voilà, pour Madame Léon, qui a l'air d'avoir eu pas mal d'expérience au niveau des réalités de certains pays, est-ce qu'une coopération entre les pays francophones, Suisse, Belgique, France et Canada est envisagée? Est-ce que dans ces réalités-là, on s'y
retrouve un petit peu. Dans les mots que vous avez utilisés, je rebondis également sur le sens de certains mots, parce que inclusion, effectivement, nous, on le voit en cascade. Donc au niveau du sens dans ce qu'on met derrière inclusion, je pense que par rapport au pays, il y a des différences et il y a des différences de conception, mais d'une certaine manière, on fait le même constat. Hein, donc, notamment dans la formation initiale des enseignants, nous, effectivement, on est tout en questionnement concernant leur parcours de formation qui manque malheureusement actuellement je dirais de modules de formation liés à l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques. Et donc voilà, c'était une question que je me posais y a-t-il une coopération avec les pays francophones concernant ces questions-là? Et si oui, peut-être avoir des liens, on va suivre ça. Quelles sont les ressources disponibles? Alors là, c'est plutôt au niveau de la recherche que la question est posée, j'imagine. Sylvie Léon, je vous laisse répondre. Oui, je ne sais pas si Cédric ne serait pas plus à même de répondre parce qu'il en a parlé tout à l'heure. Alors, Cédric, je ne le vois pas sur mon écran. Est-ce que vous souhaitez réagir parce qu'on ne vous a pas entendu? Officiellement, non. On n'a pas de coopération internationale entre pays francophones. Ce sont simplement des projets ponctuels. Des projets de recherche ponctuels? Des projets de recherche ou des appels à projets européens, dans lesquels justement on a plusieurs pays francophones et également tous les pays africains francophones qu'il ne faut pas oublier. Non, il n'y a pas d'homogénéisation de travail en commun sur ce sujet, à ma connaissance. En termes de ressources, oui. Oui, ce sont beaucoup les chercheurs qui vont travailler ensemble, qui se déplacent pendant quelques mois, 6 mois pour aller en Suisse pour regarder. Mais voilà, il y a des façons différentes dans ces pays-là de concevoir l'éducation, de concevoir la prise en charge des enfants à besoins particuliers. Ceci dit, on a quand même un vieux document qui est Salamanque, qui est un document qui est construit par plusieurs pays. Et puis l'UNESCO régulièrement travaille à nous remettre un petit peu sur des accords au niveau de l'inclusion, même si l'inclusion dans les travaux de l'UNESCO ne concerne pas que le handicap. Donc, il y a un travail de référence commune qui est fait au niveau international, mais qui est quand même assez parcellaire aujourd'hui. Voilà, c'est difficile de faire un copier-coller de ce qui se passe dans un pays parce qu'on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes façons de procéder, on n'a pas forcément une culture qui est identique. En France, je disais tout à l'heure, on a une école très, très normative. Au Canada, c'est vraiment par province avec des approches très, très différentes et une volonté importante de développer l'inclusion parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Parce que sinon, le Canada serait vide à certains endroits. Donc, ça va de soi pour eux. Ça va moins de soi pour nous. Alors, merci beaucoup, Sylvie Léon. Ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, c'est que de nombreux articles de recherche écrits à 4 mains, à 8 mains, en fonction de l'origine des chercheurs, nourrissent encore longtemps ce débat et ces perspectives. Je vous remercie tous vraiment à la fois pour votre participation et vos interventions. On a pu prendre beaucoup de questions ce soir et c'était passionnant. Merci vraiment à tous. J'en profite donc pour rappeler qu'une synthèse de ce TEDUC sera disponible sous la forme d'un PDF. On va essayer de compiler toutes les références qui ont été citées dans le chat ce soir et d'autres qui ont été utilisées pour la préparation du TEDUC. Et j'en profite aussi pour annoncer le prochain TEDUC qui aura lieu assez rapidement puisque c'est dans un peu moins de 3 semaines, le 16 février prochain. Donc, rendez-vous encore un mercredi soir. Et cette fois, on s'intéressera à la question du numérique au musée et son intérêt pédagogique. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis ce soir pour la Cité des Sciences. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir et merci. Au revoir. Ouais.